Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo astuce. Alors vous nous avez posé vos questions, nous allons vous donner nos réponses, mais avant n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Pour répondre donc à ces questions, il y a donc Raph, bonjour, François, salut, Slim, salut, Mathieu et Anaïs. Voilà, donc eh bien c'est parti. Première question. La question est très large, mais j'ai du mal à avoir autre chose qu'une réal descriptive lors de mes projets perso et j'aimerais mettre un peu plus de personnalité dans ma réalisation et ma façon de filmer. Comment choisit-on un plan pour raconter une histoire? alors ça c'est un truc que j'ai appris très jeune par notre oncle, Philippe Descraques, qui est aussi mon parrain. C'est lui qui m'a initié à la vidéo. Il m'a dit un plan, une info. Et après de la façon de le filmer, faut jamais trop essayer de faire du style pour le style, parce que ça se voit, parce que ça peut te faire sortir l'histoire. Il faut juste penser surtout à l'émotion que tu veux passer. Et l'émotion va t'indiquer le plan. Par exemple, alors il y avait le côté un peu débulé, le côté vraiment plan très serré et tout. Et pour le coup, la personnalité de la réalisation du Visiteur du Futur, des premiers épisodes, c'était la personnalité du visiteur. Quand le visiteur n'est pas là, au début de la première saison, les plans sont assez fixes, assez loin. Dès qu'il arrive, c'est très près, c'est très agressif et tout, comme le visiteur. Donc c'est toujours lié à l'émotion et lié au personnage. Un équipement minimum conseillé à une équipe qui commence, à part la caméra qui semble a priori indispensable. Le son. En fait, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut un bon son. C'est le plus important que l'image. Ça va être négligé et qui en fait est super important. C'est surtout que tu peux justifier une mauvaise image en disant c'est un style, c'est mon style documentaire. Sur De Berge c'est pareil, un mauvais son tu peux pas le justifier. Comprendre le dialogue, déjà c'est la base de tout. Sans citer de marque ou de modèle, parce que quand je sais pas, on dit à n'importe qui, ouais, il faut s'équiper de matos pour capter du son si on peut pas citer de marque ni de modèle, je dirais il faut acheter un micro. En dehors des acteurs et du réal. Ouais. Quelle est pour toi la personne indispensable sans qui tu peux pas faire de film? Je dirais que la vraie personne pour moi qui est indispensable, mais qui peut être la même personne que pour d'autres postes, c'est le scénariste. À la base de tout, l'indispensable pour moi, c'est l'histoire, c'est l'idée. Et si c'est pas le scénariste en fiction, ce serait l'idée, l'édito dans une vidéo un peu moins fictionnée. Anaïs, s'il te plaît, d'après toi, quels peuvent être les signes avant-coureurs d'un tournage bien organisé ou pas? On peut dire qu'un tournage va mal se passer si on se rend compte, par exemple, que ça tient pas du tout en termes si on n'a pas assez de jours de tournage pour faire tout ce qu'il y a à faire. Donc ça, c'est le rôle de l'assistant qui doit justement estimer le nombre de jours dont tu as besoin pour le directeur de production peut voir ça aussi. Comment toi, tu peux évaluer c'est quoi le process pour... En fait, c'est par rapport au nombre de pages surtout qu'on peut se rendre compte et à l'action qui se passe aussi dans le scénario. 8 pages où il n'y a pas trop d'action, ça se fait en une journée. Dans des décors dans un décor unique. Parce que même dans un même décor, il peut y avoir différentes pièces. Là, à chaque fois, il faut réinstaller le matériel. Donc, il ne faut pas qu'il y ait ça 20 fois dans la journée. Ok, merci. Raph, des astuces pour bien utiliser l'argent quand on commence à en avoir? Donc dans le cas où on a de l'argent à soi, normalement, si c'est un tournage bénévole, c'est de mettre le principal de l'argent dans les faire manger. C'est la moindre des choses de faire manger son équipe. Et ensuite, l'autre partie du budget, souvent c'est cool de le mettre dans ce qui se voit à l'image. Pour une économie un peu réduite, en cas de visiteur, l'argent qui a été mis dans la première saison, c'était pour que le visiteur prenne vie. Et dans le cas où tu as de l'argent via un producteur, là il y a un poste qui est le directeur de production, qui est censé être celui qui dit où va l'argent et qui quoi, comment chacun est payé, etc. Je ne sais pas répondre à cette question parce que Mais par exemple, sur The Mission Square, même si t'avais de l'argent, t'avais des moyens, etc., t'as quand même, en tant que réal et scénariste, fait en sorte que ce soit tournable déjà dans le même lieu. J'avais écrit le truc parce que j'avais déjà fait le repérage à Endemol pour voir où est-ce qu'on pouvait tourner et où à The Mission Square. Et je savais que le parking, par exemple, il y avait 0 décor à faire, c'était un parking et on l'a filmé tel quel, et ça me suffisait. Que le grand hangar, j'aimais beaucoup la grande base qu'il avait de grands hangars blancs et vides, et on l'a juste pimpé de quelques trucs, mais ça a pris au final peu de temps et c'était peu d'investissement versus la chambre d'hôtel, parce qu'à la base c'est un bureau, à la base c'est un open space de bureau et du coup on l'a transformé en chambre d'hôtel. L'argent étrangement se gère au scénario, il faut jauger de cette scène va être plus pratique à tourner et moins chère, donc je peux me permettre cette grosse scène, on va passer plus de temps, plus d'argent, etc. Je te pose une question à toi Mathieu, c'est quoi la bonne procédure pour contacter des gens qu'on aime bien? Des comédiens par exemple, pour leur proposer un projet? Je suis pas en train de te... Y a-t-il une bonne façon de contacter les gens qu'on aime bien? Je pense que la bonne façon est la plus naturelle possible, la plus polie possible aussi. Moi, généralement, un pavé assez clair, tu vois, avec un bonjour Mathieu, alors voilà, je me présente, machin, rapidement.
j'ai un projet qui consiste à ça, tu vois. Puis aussi d'avoir des éléments déjà qui te permettent de savoir dans quoi tu t'embarques, savoir exactement quel est le contexte dans quelles conditions le projet que le mec qui dit ouais, salut monté, Mathieu, je t'aime bien, je t'ai vu dans la série, je te trouve trop marrant, j'ai une idée d'un truc, ça t'intéresse. Je pense un truc très clair et sobre, c'est le meilleur moyen à mon avis d'avoir des réponses, des retours de nous. Et si vraiment le projet est top et qu'on a du temps, surtout, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour qu'on s'investisse. C'est noté, merci. Voilà. François, la musique est-elle composée avant le montage puis raccordée à la vidéo ou bien après et composée en fonction du montage? Ça dépend des projets. La façon la plus standardisée et peut-être la moins classe, c'est tu tournes, tu mets des musiques temporaires et après tu demandes au compositeur de faire plus ou moins la même chose. Et ça a été très bien analysé et critiqué par une super vidéo de Marvel, Every Frame a Painting. Every Frame a Painting. Et quand j'ai la chance de pouvoir travailler des fois avec Jimmy ou avec PV, pour Rock Macabre, c'était vraiment la musique était faite en amont. Du coup, ce qu'on demande aux compositeurs, c'est des types de musique pour des types de scènes. Genre, il me faut un thème triste, un thème d'action, un thème de révélation. Et ce que je lui demande souvent, c'est faire des boucles. Du coup, après, moi, je peux choisir. Et donc, quand je fais le montage, je fais le montage musical aussi. Et après, il repasse derrière pour lier tout ça, pour que ce soit un peu plus clean, quoi. Et quand tu as moins de budget, tu fais avec des musicomètres. Des musicomètres? Des musiques, qui sont sur des sites que tu peux télécharger. Libre de droit. Voilà, libre en payant. Raph, lui, il nous fait écouter sur le tournage les musiques de son montage. Moi, je déteste ne pas savoir quelle musique je vais mettre en général, ne pas avoir une première vision en tout cas, parce que je peux changer de musique au montage, mais d'être au montage et me dire oh là, cette scène, comment je la rends vivante. Et parce que chaque musique posée dessus, je la sens factice et je sens la scène factice. Du coup, en général, quand j'écris, je regarde déjà dans les musiques libres de droit une musique qui m'inspire plus, une musique qui... et ça crée déjà ce générateur d'idées. Et en plus, comme ça, en effet, j'ai une vision assez précise de la scène qui peut changer après au montage, parce que c'est une toute autre écriture. Comment on dirige le compositeur? Comment tu collabores avec le compositeur? Parce que si t'as pas le langage de la musique, je sais pas, tu vois, comment des tu références, fais pour... Des références, c'est sûr que ça aide. Moi, ce que j'aime bien, c'est envoyer pas qu'une seule référence, mais plusieurs, pour qu'il fasse son propre univers, quoi. Parce que si t'en envoies qu'une, c'est sûr qu'il va faire un peu la même chose, ça va ressembler. Slim, quelqu'un se demandait quel conseil, astuce tu donnerais concernant le processus de montage d'une vidéo. Tout ce que je peux dire, c'est comment moi je travaille, comment j'ai travaillé sur Le Secret des Balls, par exemple, avec Fabrice qui est en train de monter cette vidéo en ce moment même. Par exemple, il y a eu une insulte, elle a été coupée, vous ne l'avez pas entendue. Déjà, il y a tout un travail de dérochage à faire pour que tout soit bien classé. Éventuellement, qu'il y ait déjà une sorte de bout à bout qui soit fait de tous les rushs synchronisés avec le son. Donc, il faut que tout soit classé, qu'on sache où est quoi, qu'il ne manque rien, etc. Après, pour la partie montage pur, il commence à monter sans relire le script, juste en suivant le pré-montage, enfin l'espèce de séquencier qui a été fait. Et il se dit, si je comprends pas ce que je monte, ça veut dire que les gens ne comprendront pas. Ça veut dire qu'il y a un problème dans la scène, mais il essaye de se positionner en fait, vraiment à la place du spectateur pour dire qu'est-ce qui est le plus intelligible pour comprendre cette information que j'ai vue dans les rushs, mais à quel moment, est-ce que c'est en large, est-ce que c'est en serré, est-ce qu'il faut un gros plan dessus ou quoi. Après, l'autre truc, c'est que la comédie, ça se monte beaucoup à l'oreille, donc faut pas hésiter des fois à pas trop regarder l'image et à plus vraiment écouter ce qui se dit pour avoir le tempo, le timing de la vanne, le bon silence, etc. Et dernier petit conseil, c'est qu'il ne faut pas hésiter à couper les trucs où on a un doute, parce que souvent, pourquoi tu rigoles? C'est tellement drôle que ça soit coupé, ça. Il ne faut pas hésiter à couper quand on a le moindre doute, parce qu'on a souvent tendance à... Enfin, moi, je sais qu'avant, je me disais ouais, c'est peut-être moyen, mais en fait, c'est peut-être parce que je suis trop exigeant ou machin, mais en fait, ça sera bien, les gens vont comprendre. En fait, non. Si toi-même, tu as un doute, c'est que les gens vont trouver ça nul à chier, il faut l'enlever. Et une vanne ne manquera jamais à personne qui n'a jamais connu cette vanne, tu vois, alors que si elle est nulle, elle va plomber tout, elle va être gênante pour tout le monde. Donc dans le doute, il faut dégager. Quelle part du contrôle créatif de vos projets, en tant que créateur, vous devez être disposé à abandonner au profit d'un producteur, par exemple? Mais c'est toujours des compromis, en fait, toujours de la discussion en effet, il ne faut pas être que buté de non, on fait mon scénario tel que je l'ai écrit et on ne change pas une ligne. Ce serait dommage de rentrer en collaboration avec quelqu'un comme ça. Et à la fois, faut jauger dans le scénario qu'est-ce qui peut changer pour rentrer dans la réalité
financièrement le faisage du truc, et à la fois quand même tenir certaines choses, avoir certaines convictions de ça j'y tiens, ça raconte vraiment mon histoire, c'est important pour pour telle ou telle raison, trouver des raisons qui sont louables, quoi, et pas non plus tomber dans l'autre penchant qui est abandonner complètement son bébé et dire du moment qu'il est fait, et moi j'écrase toutes mes ambitions dessus. Faut être un peu ambitieux, mais un ambitieux réaliste c'est plutôt cool. Toujours être prêt à enlever des choses et à pas vouloir tout mettre. Mais bon, alors dans ce cas-là, au préalable, il faut s'assurer que tes collaborateurs, notamment le producteur, là, c'est des gens qui comprennent un peu ce que tu veux faire. Si c'est quelqu'un qui dit je te donne ta chance, mais je veux des résultats et si tu te foires, t'es mort, c'est dommage d'entrer dans une collaboration comme ça. Et en effet, il faut que ce soit quelqu'un qui te défende à fond, qui ait compris ce que tu veux faire. Anaïs, des astuces pour la meilleure place possible de l'assistant réal sur le tournage. À quel moment l'assistant réal arrive dans le processus de création d'une vidéo ou d'un projet de film, de série? Dans le processus, ça dépend du tournage, enfin du scénario. Par exemple, pour Le Secret des Balls, le premier plan de travail, je l'ai fait 2 mois avant. Je n'avais pas encore les scénarios, j'avais des séquenciers, mais j'ai quand même fourni un premier plan de travail pour que la production puisse commencer à avancer. Donc pour une série de 3 semaines, c'est à peu près 2 mois avant. Pour Deadland, c'était 6 mois avant. C'était pour un tournage de 6 semaines, c'est 6 mois avant. Tu vas aider, toi, dans ton rôle d'assistant réal, à budgétiser aussi ou pas? Moi, je ne budgétise pas, mais le fait de faire un plan de travail permet de savoir combien de jours de tournage on a, et donc au directeur de production de faire un budget par rapport au nombre de jours de tournage et au nombre de comédiens qu'il y a par jour, parce que c'est ça que je lui fournis aussi. Après, l'assistant réal est responsable du plan de travail. Il fait le plan de travail. Voilà, mais du découpage, non? Non. C'est le réalisateur. J'entends souvent dire que l'assistant réal, c'est un peu le rôle le plus ingrat du tournage. Parce que tu passes ton temps un peu à gueuler sur les gens, à fliquer et tout. Donc comment toi, tu vois ça et comment fais-tu pour rester si gentil? C'est pour expliquer pourquoi il a le mauvais rôle. C'est que l'assistant réal sur le plateau, c'est lui qui est responsable du timing en fait, de la journée et donc des heures sup s'il y en a. Il peut y avoir des assistants réels un peu stressants, qui vont stresser tout le monde en disant il faut se dépêcher et sans garder le côté humain justement. Donc ça c'est pas un bon assistant réel pour moi. Il faut garder son stress pour soi et rester ferme tout en étant doux, en communiquant avec les gens juste pour donner les informations en fait. On est là pour donner les informations, pour dire ce qu'il faut faire, que tout le monde ait les mêmes informations pour que ça avance en fait. Il faut c'est faire en sorte de trouver des solutions avec toute l'équipe et de comprendre les besoins de chacun. Mathieu, est-ce que tu as des trucs pour pleurer sur mesure? Comment as-tu fait pour pleurer devant tes potes? Écoute, non, j'ai pas spécialement de trucs. Ce qui m'a beaucoup aidé sur cette journée, déjà, c'est qu'elle était très longue. Que c'était mon premier jour de tournage, qu'il faisait froid. C'était ton premier jour de tournage? Ouais. Ouais, il a commencé par ça. Ouais. C'est moi qui fais le plan de travail. Après, il y a Sabine, avec qui je jouais sur le moment, qui m'a aussi beaucoup aidé, parce que quand je répétais avec elle, je sentais que j'étais pas loin, tu vois, des petites larmes. Le fait qu'il y ait des potes autour, pas gênant du tout. Je pense qu'il y a 3 ou 4 ans de ça m'aurait bloqué complètement. Ça sert un petit peu d'avoir fait quelques petits tournages et on sent qu'on évolue, mais c'est vraiment l'implication dans cette scène qui m'a aidé à faire venir un peu les larmes. Quelle est la bonne façon de diriger un acteur? Est-ce que vous auriez des conseils? Comme ce qu'on disait sur les comédiens, d'être ouvert à ce qu'on te propose et de t'adapter en fonction de ça, c'est d'entendre ce que peut faire le comédien, ce qu'il peut pas faire, là où il peut aller, là où il peut pas aller. Et par exemple, il y a eu toute une scène de la théorie des balls où Chris devait parler de Bill Bokeh avec son casque sur la tête pour qu'on l'analyse, et il devait parler philosophiquement à Bill Bokeh, c'est une tige qui rentre dans une boule, c'est comme papa dans maman, machin et tout. Et le texte sonnait pas du tout, c'était nul à chier. Et il fallait se rendre à l'évidence que ça marchait pas. Et je me suis dit, ouais, mais Chris, en fait, lui, il vient de l'usinage, de pièces, du travail en usine, etc. Il bidouille des trucs, donc il doit avoir tout un vocabulaire de création. Chris le comédien. Chris le comédien, Chris le comédien. Mais quelque part aussi le personnage, parce que le personnage fabrique les Bill Bokeh dans l'histoire. Et je lui ai dit, bah, change, mets-toi le truc tel que toi tu le ferais avec tes termes. Ah, je vois la scène, et là il a apporté... Et là il a apporté un vocabulaire que moi-même j'aurais pas pu écrire. Tu te prends un tour, une fraiseuse, hop, tu te fais un petit fraisage, un petit perçage, chariotage si t'as envie de faire un truc un peu stylé. C'est devenu super parce qu'il était dans son élément, mais tout ça, ça demandait juste d'être suffisamment cool sur le tournage pour se dire ça marche pas, c'est pas grave, trouvons la solution, plutôt que de se figer dans la posture de je veux ce que j'ai écrit exactement. Donc je pense que la meilleure façon de diriger un comédien, c'est ça, c'est d'essayer de lui faire comprendre vraiment ce qu'on veut, et après de composer en fonction de ce que lui, il peut offrir. N'est-ce pas parfois compliqué de mêler amitié et relations professionnelles? Cela n'a-t-il parfois pas nui à votre travail?
Faut juste être méga transparent et honnête avec les gens et discuter tout le temps, comme un couple qui prend soin de lui, qui prend soin de soi tout le temps, au jour le jour. Ça clash jamais sur un tournage. C'est-à-dire que le projet est toujours préservé de ce problème, s'il y a des tensions. Il y a quand même une rigueur professionnelle dans les gens qu'on connaît pour que, au moins, que ce soit dans le produit final, ça aille au bout déjà, que les gens ne disent pas « Ah bah tel il est pas sur le tournage, pourquoi ? Oh bah s'il fait la gueule, ça n'est jamais arrivé, c'est pas possible. » Et qu'en plus, que même s'il y a des tensions, que ça se voit pas dans le résultat. Pour moi, c'est précieux parce que le résultat est encore, quand bien géré, est encore plus génial parce que tu fais un projet artistique et de travail, hein, tu fournis un travail avec les gens avec qui t'aimes aussi passer du temps et t'amuser et t'as les mêmes références, délires, etc. Donc le payoff est encore mieux quand tout est bien entretenu entre temps. Comment on est censé faire pour écrire des histoires vraiment courtes ? Genre qui tiennent dans des vidéos de 3 minutes, à chaque fois que j'écris, ça déborde. Si tu te contentes de dire « Ok, je vais me forcer à faire un seul lieu », déjà, tu peux pas faire 10 pages dans un seul lieu, enfin tu peux, mais c'est des pièces de théâtre après, tu vois, mais c'est que forcément, tu as une situation qui doit être résolue dans le même lieu avec un nombre limité de personnages, et ben tu vas pas forcément, tu vas forcément aller plus vite. Je pense que ça, c'est que plus tu fais de lieux, plus tu fais de scènes, plus tu fais des pivots narratifs, oui, tu peux aller très loin. Mais si tu n'as qu'un seul endroit, il faut que tes pivots se passent dans le même endroit. Et alors, bon, le visiteur futur, hein, toujours un peu, mais c'était ça, c'était des unités de lieux. Et le visiteur qui arrive avec beaucoup d'informations et qui repart, quoi. Mais en gros, on est au... Et après, l'idée, c'est qu'elle avait 3 minutes, c'est que sur 3 pages, elle doit faire tenir son intro, son élément perturbateur, l'action, etc. Quoi. Et alors, je dis pas qu'il faut que tous les courts-métrages de 3 minutes se passent dans le même lieu, mais c'est une bonne façon, pour commencer, de se contraindre. Parce que tu te dis, bon, bah, tout se passe là, il faut que je condense, quoi. Et après, tu peux te minuter aussi, tu peux le lire à haute voix avec un timer et le jouer un peu dans ta tête avec les temps, etc. Et déjà, ça te donne une indication de combien de temps ça va durer. Avez-vous déjà vécu un flop ? Quelles leçons en tirer ? C'est très relatif, un flop. C'est-à-dire que, surtout sur Internet, c'est-à-dire que tu es toujours un génie pour quelqu'un qui est au top de sa gloire et un pauvre loser pour un autre. C'est des choses auxquelles vous pensez ? Ce qui me détend, c'est de m'y autoriser, parce que la première personne qui me l'interdit, c'est moi-même. Et en fait, de m'autoriser à me gourer, ça me fait déjà être créatif, parce que ce qui me bloque des fois dans ma création, c'est de me dire je peux pas me gourer, du coup j'ai pas d'idée, du coup je m'arrête. Et en fait, quand je me dis j'ai le droit à l'erreur, c'est bon, on a tous le droit de se planter. Mais c'est vrai que c'est un peu, ça fait peur le jour où ouais, c'est un full échec, quoi. Mais après, faut pouvoir se l'autoriser parce qu'il n'y a pas mort d'homme, quoi. Ouais. Anaïs ? Faut pas vivre dans la peur. Faut avancer. Voilà, c'est tout, une faut belle faire des choses. conclusion. Merci pour vos questions, on espère que nos réponses vous ont plu et n'hésitez pas à faire vos propres expériences à partir de ce qu'on a dit et puis de ce que vous pourrez entendre ailleurs parce que le but c'est que vous fassiez vos trucs, voilà, et à la prochaine, alors ciao ciao, salut. Tu te mets une petite rondelle avec respect, toujours, puis après t'es refait. Voilà. Pour la ficelle, ça dépend de la taille de la boule, ça dépend de la difficulté, ça dépend du style, ça dépend de la résistance.